Donc, nous allons poursuivre ce tour d'horizon des politiques européennes à l'aune de la solidarité. Donc, nous avons entamé en parlant exclusivement des migrations. Et maintenant, nous allons parler sur un sujet extrêmement sensible, délicat, technique, mais en même temps hautement politique, qui est celui de l'Europe financière. Alors, des solidarités européennes en matière fiscale. Et je remercie mon collègue, le professeur Alexandre Métraud de la Motte, d'avoir bien voulu se charger de cette tâche. Il est professeur à la faculté de droit de l'université Paris-Est Créteil. Il a accepté, alors même qu'il participait, alors ça ce sont des exercices propres à la scolastique juridique, mais au concours d'agrégation de droit public, qui est une charge quand même très lourde, parce qu'on y passe l'année. Et alors, M. Métraud de la Motte est spécialiste de droit fiscal européen et international. Il dirige la revue de droit fiscal ainsi que le jurisclasseur fiscal international. Et il a notamment publié aux éditions Bruylant l'ouvrage de référence sur cette question du droit fiscal sous le titre « Le droit fiscal de l'Union européenne ». C'est en 2016, je crois me souvenir. Eh bien, cher Alexandre, vous avez la parole pour 25 minutes. Ça. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'intervenir ici. Je vous remercie pour votre invitation et je suis heureux de pouvoir partager avec des non-fiscalistes des questions fiscales que je vais présenter sous un angle plutôt politique, juridique parfois, mais certainement pas technique. Le sujet qu'il m'est donné de traiter est intitulé « Les solidarités européennes en matière fiscale ». Il existe de nombreux mécanismes de solidarité entre les citoyens contribuables à l'échelle d'un État. En va-t-il de même, et peut-il seulement en aller de même, à l'échelle d'un continent tel que le continent européen, c'est-à-dire en réalité dans un cadre non étatique? Répondre à cette question implique en premier lieu de définir la notion de solidarité en matière fiscale en proposant deux approches, sachant que seule la seconde sera ici retenue. Une première approche de la solidarité fiscale, c'est une approche strictement juridique. La solidarité fiscale désigne alors le lien qui va unir les débiteurs d'une créance fiscale, soit parce qu'ils en sont responsables ensemble, c'est le cas par exemple des personnes mariées dans le cadre de l'imposition sur le revenu, soit parce que le débiteur principal a été défaillant, c'est le cas par exemple du chef d'entreprise, lorsque l'entreprise a fait faillite, n'a pas payé l'impôt et que le chef d'entreprise en porte une certaine forme de responsabilité. Cette première approche de la solidarité fiscale est une approche technique, c'est celle qu'on trouve dans le Code général des impôts, ça n'est pas celle qui sera retenue ici. La seconde approche de la solidarité fiscale, qui est celle que nous retiendrons, c'est une approche politique. Elle n'exclut pas, bien au contraire même, l'existence de phénomènes juridiques. C'est en théorie de l'impôt une double solidarité qui va unir les contribuables qui, au sein d'une communauté, et l'existence de cette communauté est ici fondamentale, contribuent ensemble aux mêmes charges publiques. Et vous entendez déjà, nous allons le développer, l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette solidarité, cette seconde solidarité politique est aussi ancienne que l'impôt, dès lors que, même si on se limite à la théorie de l'impôt-échange, théorie selon laquelle je paye l'impôt, en contrepartie de quoi je vais bénéficier de la protection du souverain. L'ensemble des charges publiques est couvert par l'ensemble des impôts. C'est une première solidarité de nature verticale entre le citoyen et l'État et qui a été identifiée en droit positif français par la première partie de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte se lit comme suit. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Il y a ici une solidarité entre ceux qui vont payer l'impôt et qui vont recevoir en contrepartie une protection par l'État qui est formulée dans les termes pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration par la Déclaration des droits de l'homme. C'est un texte qui est toujours un texte de droit positif auquel le Conseil constitutionnel, par exemple, peut se référer dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité. Cette théorie de l'impôt-échange a longtemps été la théorie dominante, jusqu'au XIXe siècle, au moment où était apparu ce qu'on a appelé le courant solidariste. Et s'est alors développée la théorie de l'impôt-solidarité.
C'est une seconde forme de solidarité. L'idée est la suivante. L'impôt va permettre également, dans une logique qui est cette fois-ci une logique horizontale entre les contribuables, et non plus simplement verticale entre l'État et ses contribuables, une redistribution. L'impôt va finalement ici créer un lien entre les différents individus. Il y a finalement donc un lien d'une part entre les individus et l'État, et d'autre part un lien entre les individus eux-mêmes. Ce qui est recherché ici, ça n'est pas seulement le financement des dépenses publiques, ça n'est pas seulement le financement de l'entretien de la force publique et des dépenses d'administration. Ce qui est recherché ici, c'est également, en même temps, la justice fiscale. Et on va trouver les fondements, même si les théories se sont développées au XIXe siècle, de cette théorie de l'impôt solidarité dans la seconde partie de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. L'article 13 ajoute, après la phrase que j'ai citée tout à l'heure, elle, cette contribution, doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ça va être à l'origine, en droit positif, par exemple, du caractère constitutionnel de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Le Conseil constitutionnel l'a par exemple jugé en 1993. Cette seconde solidarité, cette théorie de l'impôt solidarité, elle a été théorisée notamment par Léon Bourgeois. Dans l'ouvrage Solidarité paru en 1896, on va trouver certains développements qui sont relatifs à ces questions. Et puis, on va ensuite le retrouver chez des auteurs qui sont des auteurs purement financiers, un petit peu plus tard. Je pense par exemple à la définition de l'impôt qui est donnée par Edgar Alix en 1931 dans le traité élémentaire de sciences des finances. Il définit l'impôt comme suit: le prélèvement que la souveraineté exige de l'individu en vertu du principe de solidarité nationale pour subvenir aux dépenses d'intérêt général. Il est intéressant de voir que la notion de solidarité est ici constitutive de l'impôt. Dans les deux hypothèses, celle de l'impôt échange ou celle de l'impôt solidarité, il existe ainsi un lien entre l'impôt et la solidarité. Dans le premier cas, la théorie de l'impôt échange, la solidarité n'est pas le but, elle est seulement la conséquence de l'impôt. Dans le second cas, la théorie de l'impôt solidarité, elle est en revanche l'objectif de l'impôt, l'objectif de justice. Dans le premier cas, il faut donc que le sacrifice fiscal ait une plus ou moins exacte contrepartie, alors que dans le second cas, il importe peu que le sacrifice fiscal soit supérieur ou inférieur à la valeur des services généraux qui sont procurés par la société. En tout état de cause, et c'est ici un point fondamental, le sentiment d'appartenance dont on a déjà parlé lors des interventions précédentes existe dans les deux hypothèses. Simplement, les obligations des contribuables et les obligations de l'État ne sont pas les mêmes. Classiquement, cette communauté à laquelle on a le sentiment d'appartenir, c'est la communauté nationale. Le cadre juridique habituel, le cadre juridique qu'on connaît en théorie de l'impôt, c'est celui de l'État souverain qui va allier la puissance et la liberté. Dans cette logique, l'État est souverain car il peut lever l'impôt, c'est la logique de puissance, parce qu'il en a la capacité, mais en retour, il peut lever l'impôt car il est souverain, c'est la logique de liberté. Il existe alors une communauté qui veut l'État, il existe également une communauté que veut l'État. L'un des ciments de cette communauté, c'est l'impôt. Est-ce que cette logique est dépassable ? Est-ce que l'approche du lien entre l'impôt et la solidarité doit nécessairement être statocentrée, centrée autour de l'État ? Ou est-ce que la question des solidarités en matière fiscale a un sens à l'échelle européenne ? Alors, à l'échelle de l'Union européenne, certainement, à l'échelle du Conseil de l'Europe, certainement pas. Pour écarter très rapidement le Conseil de l'Europe, il faut savoir que la portée fiscale du droit de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est limitée. La Convention va protéger essentiellement, c'est quelque chose de nécessaire, les droits du contribuable. On pense par exemple à la jurisprudence de la Cour en matière de droit au poste équitable, en matière de vie privée ou en matière d'espérance légitime contre les impositions rétroactives. En d'autres termes, la portée de la Convention et la portée de la jurisprudence de la Cour qui s'y rattache est surtout de nature procédurale. Pour sa part, le droit de l'Union européenne sur lequel nous nous concentrons va plus loin, et ce même en l'absence d'impôts européens. On va ici avoir un paradoxe. Ce droit fiscal de l'Union européenne peut être présenté comme suit. Ça n'est pas le droit applicable à un impôt européen, puisqu'on va le voir, cet impôt européen n'existe pas encore. On se posera tout à l'heure la question de son existence. Mais le droit des règles d'origine européenne, le droit primaire ou le droit dérivé, qui vont régir les impôts nationaux. Le droit fiscal des États, finalement, est soumis au respect du droit de l'Union européenne. Les États sont soumis à deux séries d'obligations lorsqu'ils mettent en œuvre leurs impôts nationaux. Alors, par impôts nationaux, j'entends national ici au sens large, aussi bien les impôts d'État que les impôts sociaux ou les impôts locaux.
Première série d'obligations, c'est une série d'obligations de ne pas faire. C'est ce qu'on appelle l'intégration négative. Les États ont l'interdiction, premièrement, de mettre en œuvre des restrictions fiscales à la libre circulation des marchandises. C'est l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pas de droits de douane ou de taxes d'effet équivalents. C'est également l'article 110 qui complète cet article 30. Le premier paragraphe de l'article 110 interdit les impositions intérieures discriminatoires. Je n'ai pas le droit de taxer plus lourdement un véhicule allemand immatriculé en France qu'un véhicule français immatriculé en France. Ou bien les impositions intérieures protectrices. Je n'ai pas le droit de créer une différence trop importante entre la taxation du vin et la taxation de la bière pour inciter, dans un pays qui produit principalement du vin, les consommateurs à acheter du vin plutôt que de la bière en raison de la différence de prix. Il y a en la matière une jurisprudence passionnante de la Cour de justice pour savoir dans quelle mesure on peut comparer du vin, de la bière, du whisky et des eaux de vie. La Cour de justice a réussi cet exploit de trouver des critères juridiques pour pouvoir appréhender ces différences de situation. Deuxième interdiction, fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice, cette fois-ci, l'interdiction des restrictions fiscales à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. C'est une jurisprudence qui est fondée sur les libertés générales de circulation, dont on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas de portée fiscale. La Cour de justice juge depuis l'arrêt Schumacher du 14 février 1995 que certes, les États sont exclusivement compétents en matière de fiscalité directe, mais ils doivent néanmoins ne pas restreindre l'exercice des libertés de circulation. Et la Cour de justice va systématiquement, lorsqu'il y a des restrictions fiscales, à l'entrée ou à la sortie, mener un raisonnement en 3 étapes. Premièrement, y a-t-il une restriction ? Deuxièmement, est-elle éventuellement justifiée, par exemple, par une raison impérieuse d'intérêt général ? Et puis, troisièmement, s'il y a une justification, qu'en est-il du principe de proportionnalité ? Pouvait-on faire autrement sans restreindre autant ? Et puis la troisième interdiction, pour rester dans l'intégration négative, c'est l'interdiction des aides d'État sous forme fiscale qui ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. L'affaire Apple, qui est actuellement pendante devant la juridiction européenne, en constitue un exemple assez intéressant. L'Irlande avait taxé de façon extrêmement favorable la société Apple. La Commission européenne a estimé qu'il s'agissait d'une aide d'État sous forme fiscale, renoncée à l'impôt, et ordonne à l'Irlande de recouvrer pas moins de 13 milliards d'euros sans les intérêts. À côté de cette série d'interdictions se trouvent également des obligations de faire, ce qu'on appelle l'intégration positive, qu'on peut également regrouper en 3 catégories. Première obligation de faire, l'harmonisation fiscale, qui est fondée sur les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'article 113 concerne la fiscalité indirecte et a été mise en œuvre dans des conditions très satisfaisantes. Il existe aujourd'hui un système commun en matière de taxes sur la valeur ajoutée, avec une harmonisation des assiettes, une harmonisation en amont du champ d'application, également des taux planchers et des modalités de recouvrement, qu'il s'agisse du lieu ou qu'il s'agisse de la période, qui ont été harmonisées. Il existe également une harmonisation en matière de droit d'assises qui est un petit peu moins aboutie, mais on peut dire que dans l'ensemble, la fiscalité indirecte des États membres est plutôt bien harmonisée. En revanche, sur le fondement de l'article 115, qui concerne entre autres la fiscalité directe, aucune mesure d'harmonisation n'a jamais été adoptée, ni en matière d'impôt sur le revenu, ni en matière d'impôt sur les sociétés, il existe des projets, ni en matière de succession, y compris les successions internationales, par exemple. À côté de cette première obligation de faire se trouvent 2 autres obligations. L'élimination des doubles impositions qui vont parfois subvenir dans les situations internationales, dès lors que plusieurs États à l'intérieur du même marché, le marché européen, vont exercer ensemble, en même temps, de façon parallèle, leurs compétences fiscales pour pouvoir taxer des opérations. Le droit de l'Union européenne prévoit, dans le cas des fusions, dans le cas des paiements de dividendes, dans le cas de paiement des intérêts, dans le cas des paiements de redevances, des mécanismes d'élimination de ces doubles impositions. Et puis, la troisième intégration positive, c'est la coopération administrative et politique entre les États membres. La coopération administrative, dans le but de lutter contre l'évasion fiscale internationale notamment, va conduire les administrations des États à échanger des renseignements ou à se porter mutuellement assistance en matière de recouvrement des impôts. La coopération politique, on en reparlera tout à l'heure, va pour sa part conduire à lutter ensemble contre la concurrence fiscale dommageable, contre la concurrence fiscale déloyale. Le principe est celui de la concurrence, mais il y a aussi une volonté de régulation de la part des autorités européennes. Dans ce cadre, dans le cadre du droit fiscal de l'Union européenne, il n'y a en revanche pas d'impôt européen.
On s'est posé la question de l'impôt sur les salaires des personnels européens. Les fonctionnaires de l'Union européenne ne payent pas d'impôt sur le revenu national, mais payent un impôt au profit du budget européen. Simplement, cet impôt n'est pas institué par l'Union, cet impôt a été institué par les États membres qui, dans un protocole, le protocole numéro 7, ont accepté que le produit de cet impôt soit versé au budget européen et non pas aux budgets nationaux. Il n'y a finalement ici pas de pouvoir d'imposer qui appartiendrait à l'Union européenne. La question s'est également posée au sujet de la TVA. Simplement, il n'y a pas en la matière de contribuables européens. En matière de TVA, les contribuables nationaux vont dans un premier temps payer l'impôt national, et c'est le montant de l'impôt national qui va ensuite, dans un deuxième temps, servir de base de calcul à une contribution que vont verser les États. Donc ce n'est pas un reversement de la TVA collectée, c'est un autre mécanisme. Nous avons d'un côté des contribuables nationaux qui payent l'impôt au fisc national, et puis de l'autre côté, les États qui vont payer une contribution au budget de l'Union européenne. Il n'y a donc ici pas de contribuables européens. Dans ces conditions, outre la solidarité en matière financière, qui est limitée mais qui existe dès lors qu'il existe un budget européen et qu'il y aura des dépenses d'intervention européenne, existe-t-il des solidarités fiscales européennes nonobstant l'absence d'impôts européens? Ou est-ce qu'au contraire, il n'existe qu'une solidarité financière à travers le budget européen, qui est financé par des droits de douane et par deux contributions étatiques, l'une fondée sur la TVA, l'autre fondée sur le revenu national brut? Mais est-ce qu'on peut dire que dans le même temps, il n'y a point de solidarité fiscale à l'échelle européenne? Pour répondre à ces questions, notre propos sera le suivant. L'existence exclusive d'impôts d'État, d'impôts locaux, d'impôts sociaux n'interdit pas la solidarité, ou plutôt les solidarités fiscales européennes. Simplement, cette exclusivité est un obstacle au développement de ces solidarités. Plus précisément, dans un système à vocation fédérale, dans lequel il faut d'une part combiner les logiques verticales et horizontales, et d'autre part appréhender les liens complexes qui vont unir les contribuables citoyens, premièrement, les États membres, deuxièmement, et l'Union européenne, troisièmement, les solidarités sont réelles. Pour leur part, les solidarités entre les contribuables européens ne sont que potentielles. Cela nous conduira finalement à étudier en deux temps, d'une part, les solidarités actuelles, c'est-à-dire les solidarités entre les États, et d'autre part, les solidarités futures, c'est-à-dire les solidarités entre les contribuables européens. Les solidarités actuelles, c'est-à-dire les solidarités entre les États. Il existe ici deux sortes de solidarités. D'une part, celle qui émane des États et qui se fait contre la construction de l'Europe fiscale. Et d'autre part, celle qui émane de l'Union européenne et qui protège presque malgré eux les États contre la concurrence fiscale, ainsi que contre l'évasion fiscale internationale. La solidarité des États contre l'Europe fiscale. Les États membres, en matière fiscale, savent être solidaires, mais il s'agit alors pour eux de refuser l'intégration. Le propos devant bien évidemment être ici nuancé. Le premier refus que l'on peut constater, c'est le refus de l'harmonisation en matière d'impôts directs. Le propos est ici limité aux impôts directs. On a rappelé dans l'introduction qu'en matière d'impôts indirects, TVA, droit d'assises, on pourrait citer également d'autres droits en matière d'enregistrement par exemple, il y a ici une harmonisation. Il y a un refus d'harmonisation en matière d'impôt sur les sociétés ou en matière d'impôt sur le revenu. C'est un refus constant malgré des propositions importantes et ambitieuses depuis le début des années 1960. On peut citer, parmi les rapports les plus anciens, le rapport Neumark, dans lequel étaient prévues les conditions d'une intégration européenne, les conditions de constitution de ce qui était déjà appelé une union économique et monétaire, et qui passait notamment par une harmonisation de la fiscalité directe. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on reprend l'ensemble des rapports qui ont été commandés ou qui ont été réalisés par la Commission européenne, on se rend compte que plus le temps passe, et moins les rapports, moins les propositions sont ambitieuses en matière de fiscalité des sociétés. En matière de fiscalité des personnes, on ne trouve strictement rien. Plus récemment, la Commission européenne, en 2001, alors quand je dis plus récemment, on va voir que c'est quand même l'histoire d'un long échec, a proposé ce qu'on appelle une assiette commune consolidée en matière d'impôt sur les sociétés. Le projet date de 2001. L'idée est la suivante. Les sociétés qui opèrent à l'échelle européenne calculeraient dans leur état de résidence un impôt qui serait assis non pas sur le bénéfice national, mais sur le bénéfice européen. Cet impôt serait harmonisé à l'échelle européenne. L'entreprise paierait l'impôt dans cet État,
à charge pour lui ensuite de reverser une partie du produit aux autres États dans lesquels la société opère. Cela permettrait d'une part d'éviter les doubles impositions, d'autre part de mieux lutter contre la concurrence fiscale, enfin et surtout de lutter contre l'évasion fiscale internationale qui peut exister classiquement grâce, mais c'est un petit peu technique, aux mécanismes de prix de transfert ou encore d'autres montages artificiels. La conséquence, puisque les États refusent cette intégration, puisque les États refusent cette harmonisation, c'est le développement de l'intégration négative qui est favorisé par l'action de la Commission. Finalement, la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement des libertés générales de circulation, est invitée à standardiser les systèmes fiscaux nationaux dès lors que les États refusent de les harmoniser en adoptant notamment des directives. Les États membres, là encore, sont solidaires. Ils sont solidaires lorsqu'ils vont intervenir devant la Cour au soutien des autres États, pour dire, par exemple, que dans telle situation qui concerne un autre État, mais qui peut aussi les concerner, il n'y a pas d'entrave. Ou pour, et certains États sont extrêmement créatifs, je pense en particulier à l'Allemagne, demander à la Cour de justice de reconnaître de nouvelles raisons impérieuses d'intérêt général. Il y a des entraves, mais elles seront justifiées. On va retrouver le même type de mécanisme en matière d'aide d'État sous forme fiscale. Dès lors que ces affaires sont portées devant la Cour de justice, nombre d'États interviennent pour défendre un État contre la Commission ou contre le contribuable qui a pu faire saisir la Cour. Dans ces conditions, les États vont se livrer à une concurrence fiscale au motif de préserver leur souveraineté fiscale. En réalité, ils vont l'abandonner au marché, et notamment au marché financier, dont le poids a été rappelé par Alain Supiot dans son introduction. Ou plutôt, les États membres l'auraient abandonné si l'Union européenne, et notamment la Commission européenne, n'avaient pas cherché à créer des solidarités entre les États membres. La solidarité des États organisée par l'Europe fiscale. Cette solidarité est ici double, contre la concurrence fiscale dommageable et contre l'évasion fiscale internationale. Elle est nécessaire contre ces deux phénomènes qui résultent de l'absence d'harmonisation fiscale dont on a parlé. Il existe tout d'abord une solidarité pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable. La concurrence fiscale peut avoir des effets dommageables. Il y a en effet, dès lors que les États vont chercher à être attractifs, un risque de moins-disant fiscal. Chaque État va estimer être en compétition avec les autres États, va essayer d'être attractif vis-à-vis des contribuables, et en réalité va attirer essentiellement les contribuables les plus mobiles. Il va s'agir ici des capitaux, il ne va pas s'agir forcément des travailleurs, et lorsqu'il va s'agir des travailleurs, il va s'agir des travailleurs les plus mobiles, c'est-à-dire en pratique, soyons réalistes, soit les plus fortunés, soit les mieux conseillés, ce sont souvent les mêmes. Cela va poser un problème d'érosion des bases taxables pour les États qui se livrent à une concurrence fiscale. Cela va également poser un problème de justice fiscale, en ce sens que l'attractivité va essentiellement chercher à attirer les contribuables qui ont les capacités contributives les plus importantes. Et la conséquence, c'est que le poids de l'impôt sera supporté par ceux qui sont moins mobiles et qui sont souvent ceux qui ont moins de capacités contributives. On est en train ici de faire exactement l'inverse de ce qui est prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, par exemple. La Commission européenne, dès le milieu des années 90, a pris conscience du phénomène. Le commissaire Monti, qui était en charge à l'époque du marché intérieur et de la fiscalité, a publié 2 mémorandums, en 1996 et 1997, dont il ressort que les États doivent lutter ensemble contre la concurrence fiscale dommageable. À la suite de ces mémorandums, les États ont adopté un code de conduite qui identifie les mesures fiscales qui sont considérées comme étant dommageables, à charge pour les États de les supprimer et de ne pas en introduire de nouvelles. Un groupe code de conduite avait été créé. Les États avaient simplement ici souscrit à un engagement politique. Pour que ce code de conduite soit respecté, la Commission européenne, à partir du début des années 2000, s'est servie du droit des aides d'État, qui, lui, est contraignant pour les États. Très souvent, les aides d'État répondent aux mêmes critères que les mesures qui sont considérées comme étant dommageables pour le groupe code de conduite. Simplement, la Commission européenne, en matière d'aide d'État, c'est l'article 108 du traité, peut exiger la récupération des aides qui ont été versées sans autorisation préalable. De cette manière, l'Union européenne essaye de lutter contre la concurrence fiscale dommageable et créer finalement ici une première solidarité entre États. La deuxième solidarité est un petit peu plus récente, c'est la lutte contre l'évasion fiscale, qui va concerner essentiellement les impôts directs. À l'échelle européenne, plusieurs mesures ont été adoptées en matière d'échange de renseignements,
des directives ou des règlements européens organisent l'échange de renseignements entre les États. En matière de taxes sur la valeur ajoutée, il y a un premier règlement qui est régulièrement modernisé pour tenir compte des nouvelles techniques de fraude et également de l'évolution des technologies, le passage au numérique notamment. On a désormais des échanges électroniques automatiques qui sont organisés par un règlement de 2010. En matière également de droit d'assises, il y a un deuxième règlement, ou bien en matière d'impôts directs, une directive de 2011 qui est révisée tous les ans et qui comporte chaque année de nouveaux progrès, organise l'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales des États. C'est ici la Commission qui a fait cette proposition de directive et qui va créer finalement une solidarité entre les États. En échangeant des renseignements, ils vont lutter ensemble contre l'évasion fiscale internationale. Il existe également une directive qui permet l'assistance au recouvrement. Cette directive est assez technique, mais permet par exemple à un État de faire recouvrer l'impôt qui lui est dû par un autre État sur son territoire où il n'est pas souverain, où il ne peut pas exercer sa souveraineté, avec bien évidemment des garanties pour les contribuables. Plus récemment, 2 directives ont été adoptées, les directives dites ATAD 1 et 2, ATAD pour Anti-Tax Avoidance Directive. Ce qui est assez intéressant, c'est de penser qu'on n'a pas trouvé de sigle français en français pour cette directive. La directive ATAD 1 a été adoptée en juillet 2016 et prévoit un certain nombre de mesures, alors un petit peu techniques, des exit tax, des questions relatives à la déduction des frais, des clauses anti-abus, etc., qui sont mises en œuvre par tous les États. La directive ATAD 2, ensuite, on a parlé tout à l'heure du cercle, qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. La directive ATAD 2 va ensuite étendre ces dispositifs-là de façon un petit peu technique vers, chaque fois qu'un montage va impliquer des sociétés qui seront situées dans des pays tiers pour ici pouvoir mieux lutter contre les paradis fiscaux. Les États tiers également sont ciblés par la politique de la Commission européenne. Donc il n'y a pas seulement une solidarité entre États européens, mais aussi la volonté d'une solidarité avec des pays tiers, alors avec moins de possibilités de les contraindre juridiquement. Et puis plus récemment, le 21 mars 2018, la Commission européenne a présenté un paquet qu'on appelle le paquet Fair Taxation, pour une taxation plus juste. L'idée est de pouvoir taxer correctement les entreprises du secteur numérique, les fameux GAFA, avec premièrement une proposition de directive sur ce qu'on appelle l'établissement stable virtuel. Comment arriver finalement à considérer que le bénéfice est territorialement localisé en France et donc l'imposer en France. On va dire, tel GAFA a un établissement stable virtuel en France. Et puis, deuxièmement, de façon transitoire, une taxe spécifique sur certaines entreprises à la suite d'une proposition française. Apparaît alors un paradoxe. L'Union européenne va aider, voire forcer les États à collecter leurs impôts nationaux. Dans ces conditions, une seconde question va nécessairement se poser. Ce processus va-t-il déboucher sur l'ACCIS, c'est-à-dire sur une première forme d'impôt européen? Les interrogations portent alors sur les solidarités de demain, c'est-à-dire sur les solidarités entre les contribuables qui sont inhérentes à la mise en œuvre, à la mise en place d'un impôt européen. Les solidarités de demain, les solidarités entre les contribuables. Se poser la question des solidarités entre les contribuables, c'est en fait se poser la question de l'impôt européen. La question de la création d'un impôt européen est extrêmement controversée. L'impôt est à la fois une marque et une preuve de la souveraineté des États, voire même, dès lors que la compétence monétaire a été transférée, la marque est la preuve par excellence de cette souveraineté. L'impôt possède un caractère régalien. Il permet à son bénéficiaire de financer ses dépenses. On fait ici le lien entre l'aspect fiscal et l'aspect financier. Il nécessite que soient mises en œuvre des prérogatives de puissance publique, nécessairement exorbitantes du droit commun. D'un point de vue juridique, cet impôt européen pourrait être défini, je reprends ici, j'étends à l'échelle européenne la fameuse définition qui est attribuée à Gaston Gèze, comme une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques européennes. Autrement dit, pour qu'il y ait un impôt européen, il faudrait qu'il y ait 5 critères cumulatifs qui soient simultanément réunis. Une prestation pécuniaire, ça ne pose pas trop de difficultés. Requise, alors Gèze disait des particuliers, en réalité, il faudrait qu'il existe des contribuables, c'est-à-dire des personnes qui soient liées directement, pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure au sujet de la TVA, à l'administration fiscale européenne, à l'Europe. Par voie d'autorité, c'est la question de la puissance dont on parlait tout à l'heure, c'est le troisième critère. À titre définitif et sans contrepartie, c'est un critère qui ne pose pas trop de difficultés. Quatrième critère, en vue de la couverture des charges publiques européennes. Comment instaurer un tel impôt?
Pour l'instaurer, il faudrait que l'Union européenne puisse librement créer à son profit un prélèvement fiscal, dont les contribuables seraient les citoyens de l'Union européenne, si on s'intéresse aux personnes physiques, ou les entreprises qui ont leur siège social dans l'Union européenne, ou qui éventuellement y exercent une activité, si on s'intéresse aux personnes morales. Dans la perspective des solidarités européennes, se posent alors deux questions. Premièrement, la question de la nécessité d'être un impôt. Deuxièmement, la question des conditions de sa mise en œuvre, la question des conditions de sa création. Je vais être assez bref sur le premier point, les solidarités européennes et la nécessité d'un impôt européen. L'impôt européen n'est pas nécessaire que pour égaliser les conditions de concurrence. Il peut également être nécessaire pour conférer une autonomie financière à l'Union européenne et lui garantir des ressources certaines. L'idée est la suivante, s'il existe un impôt européen, l'Union européenne n'est plus dépendante des États membres pour pouvoir financer son budget, mais peut faire financer ce budget directement par des contribuables européens. Apparaît ainsi la différence entre la notion d'impôt et la notion de contribution qui est versée par les États. Dans le cas d'un impôt, il y a une créance fiscale obligatoire. Dans le cas des contributions, la créance n'existe que de façon indirecte. L'idée, finalement, si un impôt européen était créé, serait de permettre, dans la perspective du financement de l'Union, de passer de l'idée d'une solidarité entre États à une solidarité entre les citoyens pour financer le budget européen. La création d'un impôt européen entraînerait alors un approfondissement de l'Union européenne. La citoyenneté fiscale pourrait alors ici précéder la citoyenneté politique. Dans une perspective politique, la création d'un impôt européen, c'est-à-dire d'un impôt qui serait commun à tous les contribuables européens, doit donc être envisagée si l'on souhaite renforcer la citoyenneté européenne, ainsi que le sentiment d'appartenance des Européens à l'Union, c'est-à-dire leur solidarité. La question de la mise en œuvre de cet impôt se pose alors. Dernier temps du propos, les solidarités européennes et les modalités de mise en œuvre d'un impôt européen. Deux questions doivent être ici posées. La première est celle de l'exigence démocratique. Il est nécessaire que soit mis en place, si un impôt européen est créé, un mécanisme européen de consentement de l'impôt. Dans une société démocratique, le consentement de l'impôt est alors l'acte juridique indispensable qui permet de faire peser des contribuables, qui permet de faire peser une charge fiscale, des contraintes, qui permet de faire peser des contraintes sur les contribuables. Cette idée est ici importante. Cela permettrait d'une part de légitimer l'impôt européen auprès des citoyens contribuables européens. Par ailleurs et surtout, en tant qu'il serait collectif et donc collectivement exprimé, ce consentement européen de l'impôt, qui pourrait être confié par exemple au Parlement européen ou à une autre assemblée élue, permettrait juridiquement et politiquement de symboliser l'existence du lien entre les Européens. Il contribuerait ainsi au sentiment d'appartenance à une même communauté. La question qui se pose alors est la suivante. Quelle pourrait être la base taxable dans ces conditions de l'impôt européen ? Plusieurs propositions ont été avancées et en réalité, il va falloir ici innover. Nous pensons à ce qui se passera demain. Ce qui est proposé par la Commission européenne, et la proposition a ressurgi ces derniers jours, c'est l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Alors, cette taxe possède un intérêt majeur, c'est le fait qu'elle permettrait, elle aurait un rendement extrêmement important, plus de 60 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de la moitié du budget européen. En revanche, le nombre de contribuables serait extrêmement limité, puisque seules les institutions financières ici seraient concernées, et donc finalement, une telle taxe ne présenterait pas l'intérêt de finalement conférer un sentiment d'appartenance à l'Union européenne à ceux qui la payent. Une autre idée serait celle d'un impôt indirect, à l'instar de la taxe sur les billets d'avion, qui a longtemps été envisagée, ou bien une taxe additionnelle à la TVA. Là, il y aurait davantage de contribuables et donc davantage de personnes ayant le sentiment d'appartenance. Simplement, la difficulté d'une telle taxe, taxe sur les billets d'avion ou taxe additionnelle à la TVA, c'est qu'elle serait indolore et donc ne conférerait pas ce sentiment d'appartenance. Ce serait finalement une composante mal identifiée du prix des billets d'avion. Quand vous prenez le prix d'un billet d'avion et que vous regardez toutes les taxes qui existent, on dirait une de plus. Et donc, il n'y aurait pas ce sentiment d'appartenance. On retrouve également la même chose si jamais il y a une TVA additionnelle. Le contribuable consommateur ne saurait pas exactement quelle part de l'impôt va.
Alors, une autre question, une autre possibilité serait celle d'un impôt direct perçu par les personnes physiques résidant dans l'Union européenne, avec un système progressif. C'est celui qui garantit le plus de solidarité. C'est, d'un point de vue théorique, sans doute la meilleure solution, donc elle est bien évidemment prônée par l'universitaire. En revanche, la question qui se pose est de savoir si elle est politiquement acceptable, et notamment acceptable par les États. C'est un autre débat. Finalement, la question qui se pose est celle de l'invention d'un impôt direct nouveau qui serait en lien avec les objectifs de l'Union. On peut penser ici, par exemple, parmi les objectifs positifs, à une taxe environnementale qui permettrait de financer une action positive de l'Union européenne. En tout état de cause, la création d'un impôt européen constituerait sans doute un progrès majeur dans la construction européenne. Comme la monnaie unique, cet impôt européen serait sans doute contesté, mais comme la monnaie unique, il créerait des liens unissant non seulement l'Union et ses citoyens, mais aussi ses citoyens entre eux. Quel qu'il soit, cet impôt ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen d'accomplir le projet européen. Plus avant, et pour conclure, il doit permettre de passer de l'Europe qui garantit déjà la paix et les libertés à l'Europe qui organise les solidarités. Merci beaucoup. On va enchaîner directement en restant dans les questions économiques et financières, mais en passant du fiscal à la finance et à la monnaie. Et je vais donc passer la parole à Gaël Giraud, qui est directeur de recherche au CNRS. Donc je suis heureux qu'il y ait un économiste autour de cette table. Et Gaël Giraud est un spécialiste des mesures alternatives du développement, de la théorie de l'équilibre général. Il a écrit aussi sur la théorie des jeux. Si vous voulez tout savoir sur la théorie des jeux, il a écrit un remarquable petit ouvrage. Et sur les questions de financement et de l'énergie. Actuellement, il est donc chef économiste à l'Agence française de développement. Et il a publié récemment un ouvrage qui s'appelle « Illusion financière ». Enfin, c'est la seconde édition qui a été publiée récemment aux éditions de l'Atelier en 2014. Donc, Gaël, vous avez la parole. Pour nous parler, que j'annonce quand même le titre, « L'Europe financière et la privatisation de la monnaie ».